Elle m'a insulté le jour de mon anniversaire, puis elle a vu mon visage, a paniqué et a dit « Je ne le pensais pas. Je t'aime. » Eh bien, peut-être que s'il n'était pas si pathétique, je n'aurais pas l'impression de gâcher ma vie. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce qu'elle a dit. Et le pire, c'est qu'elle a ri après. Un rire court, amer. Le genre qui vous glace le sang et vous engourdit les doigts. Le genre qui vous fait comprendre que ce n'était pas un faux pas. C'était ce qu'elle ressentait vraiment. Je n'avais pas prévu d'écouter aux portes. Je venais de rentrer après être allé chercher mon propre gâteau d'anniversaire. Un triste petit gâteau au chocolat que je m'étais commandé parce que Valérie avait dit qu'elle devait travailler tard. Je marchais dans le couloir, équilibrant la boîte à gâteaux, les clés à la main, et j'ai entendu sa voix à travers la porte de l'appartement. Alors, je me suis arrêté. Puis, j'ai entendu une deuxième voix, une voix d'homme. Une que je ne reconnaissais pas. Plus grave, assurée, trop à l'aise. Et, allons. Tu savais ce que c'était. Tu ne lui dois rien. Elle n'a pas répondu tout de suite. Je l'ai entendu bouger. Le grincement du coussin du canapé, le léger cliquetis d'un verre contre le bois. Puis elle l'a dit. Cette phrase. Cette horrible phrase. Peut-être que s'il n'était pas si pathétique, je n'aurais pas l'impression de gâcher ma vie. C'est là que j'ai complètement figé. La boîte à gâteaux toujours dans mes mains. Ma clé à moitié dans la serrure. Et quand elle a ri, j'ai oublié comment respirer, puis le silence. Puis le bruit de ses pas s'approchant de la porte. J'ai paniqué et j'ai lentement tourné la clé jusqu'au bout. Je suis entré comme si je n'avais rien entendu. Elle a sursauté en me voyant. « Oh, tu es déjà rentré » a-t-elle dit, les joues rouges. Mais pas de surprise, de culpabilité. Je n'ai rien dit. J'ai juste posé le gâteau sur le comptoir. Elle a regardé la boîte, puis mon visage, puis de nouveau la boîte. Je ne le pensais pas comme ça, a-t-elle balbutié. Je t'aime, d'accord? C'était juste un défouloir. J'ai été stressé. Tu sais comment je suis quand je suis débordé. Mais je ne pouvais plus l'entendre. Parce que pendant qu'elle cherchait désespérément des excuses, je regardais le miroir du couloir derrière elle. Celui qui montrait le reflet du canapé du salon. Et dedans, j'ai vu une veste d'homme drapée sur la coudoir. Pas la mienne. Je n'ai pas dit un mot à propos de la veste. Pas alors. Pas tout de suite. J'ai juste fixé la veste pendant qu'elle continuait d'expliquer des choses que je n'avais pas demandées. C'est ça avec les personnes coupables. Elles essaient de combler le silence avant même que vous ne les accusiez de quoi que ce soit, comme si en vous noyant sous suffisamment de demi-vérités précipitées, vous oublieriez la seule chose qu'elles cachent réellement. Elle a tendu la main vers moi comme si elle pouvait simplement toucher mon bras et tout faire disparaître. Mais j'ai reculé. J'ai marmonné quelque chose à propos d'avoir besoin d'utiliser la salle de bain. La vérité était que j'avais besoin d'une seconde pour respirer, pour réfléchir, pour savoir si j'étais en train de réagir de manière excessive ou si je me réveillais enfin à quelque chose qui pourrissait sous la surface depuis plus longtemps que je ne voulais l'admettre. Dans la salle de bain, j'ai verrouillé la porte. Non pas que je pensais qu'elle allait faire irruption, mais parce que je me sentais exposé, comme si tout mon corps s'était ouvert de l'intérieur. J'ai allumé le robinet juste pour masquer le son de mes murmures à moi-même, ne pleure pas. Ne sois pas ce type. Tiens bon encore 10 minutes. J'ai ouvert mon téléphone, les mains tremblantes comme si j'avais bu trop de café, et j'ai affiché le système intelligent partagé de notre appartement. Elle n'avait jamais pris la peine d'apprendre le côté technique des choses. Elle disait toujours que ça lui donnait mal à la tête. C'est moi qui avais installé les verrous vocaux, les caméras de sécurité et les alertes de mouvement. C'était là. 19h18. Porte d'entrée déverrouillée. 19h21. Mouvement dans le salon. 19h33. Voix inconnue détectée. Le système avait tout enregistré. Je n'avais même pas besoin d'écouter l'audio. Mon instinct le savait déjà. Mais j'ai quand même appuyé sur le fichier. Et c'était là. Cette même voix que j'avais entendue du couloir. Celle qui n'avait pas sa place chez nous. Il riait, audacieux, décontracté, l'appelant, Val, raccourci, intime, et elle riait aussi. J'ai coupé avant d'en entendre davantage.
Je suis sorti de la salle de bain comme un zombie et je l'ai trouvée dans la cuisine. Elle avait déjà ouvert la boîte à gâteaux. Pas de bougies, pas de chant, juste elle, debout avec un couteau, se coupant une part comme si elle traversait une journée normale. « Tu en veux ?» a-t-elle demandé comme si rien de tout cela ne s'était passé. Je l'ai regardée droit dans les yeux. « C'est la veste de qui ?» Elle a cligné des yeux, puis a cligné de nouveau. Puis sa bouche s'est ouverte, mais aucun son n'est sorti. Juste une stupide demi-respiration. Comme si son cerveau était en train de buffer, essayant de télécharger un mensonge assez rapidement pour masquer le moment. Finalement, elle a dit « Oh, c'est celle de Damien du travail. Il est passé déposer des dossiers dont j'avais besoin. Je t'ai dit que ma journée de travail était folle. » Damien ? Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. Je lui avais demandé une fois si des hommes travaillaient dans son service et elle m'avait répondu qu'il n'y avait que des filles et un vieux type qui sentait la colle. Il a déposé les dossiers et s'est assis sur le canapé. J'ai demandé. Il a oublié sa veste pendant qu'il quoi ? Vous aidait à réfléchir à des rapports autour d'un verre de vin. Elle est devenue pâle. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, a-t-elle murmuré. Tu tords tout. J'ai ri. J'ai vraiment ri. Non pas parce que c'était drôle. Ça ne l'était pas. Mais parce qu'à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Comme un fil qui aurait cédé dans ma poitrine, et tout le poids que je traînais depuis des mois a soudainement eu l'impression d'avoir un endroit où aller. Et puis elle l'a redit. Cette même phrase de panique qu'avant. Je ne le pensais pas comme ça. Je t'aime. C'est drôle comme elle ne s'est souvenue de le dire qu'après que je l'ai prise. Je n'ai pas touché le gâteau. Je ne l'ai pas touché. Je ne me suis même pas assis. Je suis resté là, comme un étranger dans ma propre cuisine, pendant qu'elle prétendait que ce n'était qu'un malentendu qui pouvait être balayé par les bons mots. Je ne sais pas à quoi je m'attendais. Peut-être une confession, peut-être même des excuses. Mais ce que j'ai eu à la place, c'est une performance, un monologue désordonné et paniqué sur le fait que j'étais paranoïaque, sur le fait que je rendais toujours les choses plus grandes qu'elles ne l'étaient. Tu fais ça chaque fois que j'ai des collègues masculins, a-t-elle claqué, les bras croisés comme si je l'avais trahi. Tu inventes des choses. Tu construis ces histoires dans ta tête jusqu'à ce que je sois la méchante et que tu sois le pauvre mari négligé. C'est épuisant. Ce mot, épuisant. Elle n'arrêtait pas de l'utiliser comme si j'étais un fardeau qu'elle avait hâte de déposer. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose qui m'a tordu l'estomac. Elle n'essayait pas de me reconquérir. Elle essayait de m'épuiser, de me faire douter de moi, de me manipuler pour me faire croire que tout cela était mon imagination. Mais j'avais des preuves maintenant, littérales. J'ai affiché la transaction de notre carte de crédit commune au restaurant. 2 entrées, 20 chers. 1 heure avant que je ne rentre à la maison. J'ai brandi mon téléphone. Damien a-t-il déposé les dossiers dans un bar à vin? Son visage s'est défait et elle l'a su. Elle a su que le mensonge était mort. Mais au lieu de finalement dire la vérité, elle a redoublé d'insultes de la manière la plus blessante possible. Tu vérifies mes transactions? Tu es sérieux là? C'est une violation complète de la confiance. J'ai cligné des yeux. La confiance. Elle n'a pas scié. Tu m'espionnes comme un petit fou obsessionnel. Ce n'est pas normal, Édouard. Pas étonnant que j'ai eu besoin d'espace ce soir. Ce fut le moment où j'ai su que c'était fini entre nous. Non pas parce qu'elle avait trompé, pas même parce qu'elle avait menti, mais parce qu'elle croyait sincèrement que j'étais le méchant pour l'avoir surprise. Je lui ai demandé calmement, depuis combien de temps ça dure? Elle a ricané. Il ne se passe rien. J'ai répété ma question. Même ton, pas de cri, pas de drame. Juste, depuis combien de temps? Elle a hésité. Elle a baissé les yeux. Ses doigts se sont crispés sur le bord du comptoir. Et puis elle l'a marmonné sous son souffle, comme si elle le disait assez vite, ça ferait moins mal. 3 mois. La pièce est devenue froide. Pas physiquement, mais quelque chose en moi s'est éteint. 3 mois, 90 jours, 13 week-ends. D'innombrables nuits où je lui préparais le dîner ou lui massais les pieds ou l'écoutais se plaindre de la façon dont son travail était épuisant alors qu'elle se dépensait en fait pour quelqu'un d'autre. J'ai hoché la tête lentement.
Elle a levé les yeux comme si elle essayait de savoir si j'allais exploser, mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste fouillé dans ma poche, sorti la petite boîte que j'avais portée toute la journée et l'ai posée sur la table entre nous. C'était son cadeau d'anniversaire pour moi. Je l'avais acheté moi-même. Une petite boussole gravée avec les mots « Peu importe où la vie nous mène, nous retrouverons toujours notre chemin ». Je n'ai pas dit un mot. Je l'ai juste laissé là. Elle l'a fixé, puis m'a regardé. Édouard. Je suis passé devant elle et suis allé dans la chambre. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas fait ma valise. Je me suis juste assis sur le bord du lit et j'ai laissé le silence m'envahir comme une vague. Et puis, du couloir, je l'ai entendu murmurer les mêmes mots à nouveau. Pas à moi, pas à voix haute. Je ne le pensais pas comme ça. Je t'aime. Mais l'amour ne devrait pas ressembler à un couteau dans le dos. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je n'ai même pas essayé. Elle a rôdé devant la chambre pendant peut-être une demi-heure, faisant les 100 pas, faisant semblant de ranger des choses qui n'avaient pas besoin de l'être. Comme si elle faisait assez de bruit, j'ouvrirais la porte et la supplierais d'expliquer. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai juste fixé le plafond, comptant le nombre de mensonges que je connaissais maintenant, et me demandant combien d'autres se cachaient encore. Le lendemain matin, elle était partie au moment où je me suis levé. Pas de mots, pas d'excuses, juste son verre de vin à moitié bu encore sur le comptoir et le léger parfum du parfum qu'elle mettait toujours avant les réunions de travail. Le genre cher que je lui avais acheté pour Noël l'année dernière. Elle n'avait pas porté ce parfum depuis des semaines. Pas pour moi, du moins. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait ensuite, mais j'étais à bout de souffle, rempli de rancœur et de quelque chose de plus profond. Ce sentiment que l'on ressent quand l'estomac c'est déjà quelque chose que le cerveau refuse de croire. Je suis descendu et me suis assis dans ma voiture pendant 15 minutes, fixant juste le volant, me demandant si j'étais le fou. Puis j'ai vu sa voiture garée 2 rangées plus loin sur notre parking commun. Et cette idée s'est évanouie comme de la fumée. Je me suis approché et j'ai essayé la porte. Verrouillée, mais j'avais un double de ses clés, du temps où je lui laissais de doux mots sur son tableau de bord avant nos soirées. C'est drôle comme les choses changent. Mes mains ont tremblé un peu quand je l'ai déverrouillée, comme si j'étais sur le point de franchir une ligne que je ne pouvais pas revenir en arrière, mais j'ai quand même ouvert la porte. La première chose que j'ai vue était un reçu sur le siège passager. Même restaurant, même vin, même nuit, mais ce n'était pas de cette semaine. C'était du mois dernier. Donc, pas un coup d'un soir, pas un dérapage ivre. C'était une routine. Je me suis assis à sa place, fixant ce stupide morceau de papier comme s'il avait des dents. J'ai ouvert la boîte à gants sans réfléchir, juste par réflexe. Il y avait une carte à l'intérieur, une carte d'anniversaire. Pas pour moi. Il y avait un nom griffonné sur l'enveloppe, D. Et à l'intérieur, de son écriture, j'ai lu « Tu me fais me sentir vue », comme si j'étais de nouveau vivante. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que ça me semble plus réel que tout ce que j'ai eu depuis des années. Mon estomac s'est noué. Et le pire, c'est qu'elle n'avait même pas pris la peine de le cacher. Pas vraiment. Cette boîte à gants est l'endroit où elle garde des serviettes et des cartes d'assurance expirées. Elle ne se souciait pas que je le trouve. Peut-être qu'une partie d'elle le voulait. Peut-être pensait-elle que si je le trouvais par moi-même, elle n'aurait pas à faire la partie difficile, le dire à voix haute. J'ai pris la carte et suis remonté. Quand elle est rentrée ce soir-là, agissant comme si rien ne s'était passé, elle a jeté ses clés sur le comptoir et a demandé « Tu veux commander à manger ce soir ?» J'ai placé la carte délicatement sur la table. Elle a figé, puis s'est approchée, a vu l'enveloppe, l'a ouverte. Son visage n'a pas montré de choc ou de regret, juste de la défaite. « Tu as fouillé ma voiture », a-t-elle dit. « Tu lui as écrit une lettre d'amour », j'ai répondu. Elle n'a pas discuté. Elle n'a pas pleuré. Elle s'est juste assise lentement comme si l'air lui avait été coupé. J'allais y mettre fin, a-t-elle murmuré. Avec lui ? J'ai demandé. Non, a-t-elle dit sans hésitation. Avec toi. Et cela a brisé quelque chose en moi que je ne savais pas pouvoir encore se briser après qu'elle ait dit qu'elle prévoyait de rompre avec moi. Quelque chose dans la pièce a changé. Le silence entre nous n'était pas seulement inconfortable. Il était empoisonné.
Comme si le respirer commençait à m'étouffer. Elle est restée assise sans cligner des yeux. Comme si elle me mettait au défi d'exploser, de crier, de pleurer. Mais je n'ai rien fait de tout cela. Je l'ai juste regardé, la femme qui avait dormi à côté de moi chaque nuit tout en planifiant silencieusement son départ. Pourquoi ne pas simplement dire quelque chose? J'ai demandé, reconnaissant à peine ma propre voix. Si tu allais me quitter, pourquoi attendre? Elle a haussé les épaules. Elle a haussé les épaules comme si ce n'était pas grave. Ce n'était pas le bon moment, a-t-elle dit. Tu as été fragile ces derniers temps, Édouard. Je ne voulais pas te briser. Me briser comme si ce qu'elle avait déjà fait n'était pas suffisant. Les 3 jours suivants ont été un flou. Elle n'est pas partie. Elle n'a pas fait ses valises. Elle a juste agi normalement, comme si nous étions des colocataires, pas un couple marié s'effondrant de l'intérieur. Elle a toujours versé son café, toujours regardé ses émissions, toujours laissé des plats dans l'évier comme si rien n'avait d'importance. Je pense que dans son esprit, une fois la vérité révélée, tout redeviendrait gérable. Peut-être même plus facile maintenant que je savais, mais je ne pouvais pas arrêter de penser à lui. Damien, qui était-il? Où travaillait-il? Quel genre d'homme s'assied sur mon canapé, boit le vin de ma femme et la laisse lui écrire des mots d'amour pendant que j'achète des steaks pour notre anniversaire? Alors, oui, j'ai fait ce qu'on n'est pas censé faire. Je l'ai suivi. Un matin, elle est partie plus tôt que d'habitude. Elle a dit qu'elle avait une présentation en centre-ville et qu'elle devait éviter les embouteillages. J'ai attendu 10 minutes, j'ai attrapé mon manteau et j'ai suivi sa voiture. Je suis resté à 2 voitures derrière. J'étais tellement paranoïaque qu'elle me remarquerait que je transpirais à travers ma chemise au moment où nous avons atteint l'autoroute. Elle n'est pas allée en centre-ville. Elle a roulé jusqu'à une maison de ville dans un quartier résidentiel calme, le genre d'endroit avec des haies parfaites et des boîtes aux lettres identiques. Elle s'est garée dans l'allée comme elle l'avait fait 100 fois, comme si c'était une seconde nature. Et quand le garage s'est ouvert, je l'ai vu, l'homme du reflet dans le miroir, grand, crâne rasé, épaules confiantes. Il est sorti pieds nus en jogging comme s'il n'attendait pas de compagnie. Et puis il a souri. Le genre de sourire qui dit, je sais exactement qui arrive dans mon allée. Elle est sortie de la voiture, sans hésitation, et est allée droit dans ses bras. Ils se sont embrassés là, à découvert, sans honte. J'ai presque oublié comment respirer. J'ai dû mordre ma manche pour m'empêcher de faire le moindre bruit. J'ai reculé ma voiture et tourné le coin, me suis garé à 3 pâtés de maison et je suis resté là pendant 1 heure, tremblant, me demandant encore et encore, qu'est-ce qui vient de se passer dans ma vie? Quand elle est rentrée ce soir-là, je n'ai rien dit. Elle non plus. Mais elle sentait différemment. Son parfum, sa lessive, quelque chose. Et j'ai réalisé alors qu'elle n'avait jamais eu l'intention d'y mettre fin. Pas avec lui. Pas avec moi. Elle voulait que je mette fin à tout pour ne pas avoir à se sentir coupable. Pour qu'elle puisse dire à ses amis que j'avais abandonné. J'ai essayé pour qu'elle puisse jouer la victime pendant que je portais la honte d'être trop sensible, trop exigeant, trop faible. Mais pas cette fois. Si elle voulait que je parte, elle devrait voir à quoi cela ressemblait réellement. Après ce que j'avais vu à cette maison de ville, je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je n'en ai même pas parlé. Je l'ai laissé rentrer. Je l'ai laissé demander ce que je voulais pour le dîner. Je l'ai laissé me verser un verre d'eau et le laisser à côté de moi comme elle le faisait toujours, comme si j'étais encore un ornement doux et prévisible à l'arrière-plan de sa vie. Mais cette nuit-là, pendant qu'elle dormait, j'ai retiré son alliance de la table de chevet et je l'ai laissé tomber dans le congélateur. Je voulais voir combien de temps il lui faudrait pour remarquer qu'elle avait disparu. Spoiler, elle ne l'a pas fait. Le lendemain matin, je lui ai dit que je travaillerais du bureau pour le reste de la semaine. Un changement de rythme, ai-je dit. Elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Cela m'a donné tout ce que je devais savoir. Elle ne se souciait pas de l'endroit où j'étais parce qu'elle supposait savoir où je n'étais pas. Elle pensait que j'étais toujours dans le noir, que j'étais toujours le même homme qui achetait son propre gâteau d'anniversaire et croyait les mensonges qu'elle lui donnait avec un sourire. Mais j'en avais fini d'attendre une conclusion. Alors, j'ai commencé à agir en silence. D'abord, j'ai tout copié. Chaque relevé bancaire, chaque facture de téléphone, chaque fichier cloud.
J'ai extrait les données de localisation d'anciennes photos qu'elle avait oublié de supprimer. Des dizaines. Restaurant, hôtel, même une prise dans mon sweat à capuche chez quelqu'un d'autre. Je les ai toutes imprimées, glissées dans un dossier et rangées dans un tiroir qu'elle n'a jamais touché. Celui sous le lit d'appoint où je gardais tous nos anciens relevés fiscaux. Je n'avais pas besoin qu'elle le trouve encore. J'avais juste besoin qu'il existe. Puis j'ai appelé mon vieil ami Nicolas, celui qu'elle détestait. Elle l'appelait ce pessimiste divorcé qui pense que toutes les femmes trompent. C'est drôle comme il avait raison. Le frère de Nicolas était avocat. Et en 2 jours, j'avais tout préparé. Non pas pour servir les papiers. Pas encore, mais pour être prêt à frapper la seconde où elle penserait avoir gagné. Elle n'avait toujours pas remarqué l'alliance manquante. Elle n'avait toujours pas remarqué que j'avais cessé de dire « je t'aime ». Mais ce qu'elle avait remarqué, c'était le silence. Ce jeudi soir, elle est entrée dans la chambre pendant que j'étais allongé dans mon lit en train de lire. Pas de bavardage, pas de maquillage, juste elle et cette expression prudente comme si elle s'était retrouvée dans une pièce qui ne lui ressemblait plus. « Tu es silencieux ces derniers temps », a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Elle s'est assise sur le bord du lit. Je pensais ce que j'ai dit l'autre soir. J'ai juste besoin de temps, Édouard. Les choses ont été floues, confuses, mais je n'essaie pas de te faire du mal. Cette dernière partie m'a presque fait rire. Ne pas essayer de me faire du mal? C'est comme enfoncer un clou dans la poitrine de quelqu'un et lui dire que tu ne faisais que tester le marteau. J'ai attendu, j'ai laissé le silence s'étirer juste assez longtemps pour être inconfortable. Puis j'ai dit, je sais pour Damien. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée, puis s'est rouverte, mais je ne l'ai pas laissé parler. Je t'ai vu, j'ai continué, calme comme la glace, chez lui. Tu l'as embrassé en plein jour. Tu as dit que tu allais en centre-ville. Elle n'a pas nié. Elle avait juste l'air fatiguée. Et puis elle a dit, et maintenant? C'était tout. Pas d'excuses, pas de supplications, pas de fausses larmes, juste, et maintenant? Et c'est là que j'ai su qu'elle n'était pas désolée. Elle avait juste peur de perdre le contrôle. Après qu'elle m'ait demandé, et maintenant? Je n'ai pas répondu. Pas entièrement. Je l'ai juste regardé et j'ai dit, je suppose que cela dépend de toi. Je voulais qu'elle pense que la porte était toujours ouverte. Que peut-être, juste peut-être. J'étais un de ces maris qui s'accrocheraient au bord même après qu'elle ait brûlé le sol sous nos pieds. Mais je n'en étais pas un. Plus maintenant. J'avais déjà préparé le parachute. J'attendais juste la bonne altitude. Ce week-end-là, elle a agi différemment. C'était si clairement forcé. C'était presque insultant. Elle s'est levée tôt, a fait du café, a préparé le petit déjeuner pour la première fois depuis ce qui semblait être un an. Elle m'a demandé si je voulais faire une promenade. Une promenade? Comme si elle ne s'était pas cachée pendant des mois. J'ai joué le jeu, j'ai souri quand il le fallait, j'ai hoché la tête. Je l'ai même embrassée sur la joue une fois juste pour maintenir l'illusion. Elle n'essayait pas de réparer le mariage. Elle essayait d'éviter d'être quittée. Il y a une différence, une grande. J'avais déjà ouvert un compte bancaire privé. J'avais déjà déposé un formulaire de changement d'adresse à l'appartement de mon frère, juste au cas où. La nuit avant que tout ne change, je me suis tenu dans notre chambre, la même où nous rêvions à voix haute, et je l'ai regardée pendant qu'elle dormait. Son alliance était toujours partie, toujours pas remarquée. Cela en disait plus qu'elle n'aurait jamais pu le faire. Le lendemain matin, je me suis réveillé tôt, plus tôt qu'elle. J'ai préparé du café, nettoyé la cuisine, plié le linge, j'ai fait en sorte que tout paraisse normal. Et puis, pendant qu'elle prenait sa douche, je suis parti tranquillement. Pas de cris, pas de sac, pas de mots, juste la finalité calme et froide d'un homme qui avait déjà fait le deuil de la relation et qui enjambait simplement la tombe. J'ai marché 2 pâtés de maison jusqu'au cabinet d'avocat. Nicolas était déjà là, m'attendant avec une enveloppe Kraft et un regard qui disait « C'est vraiment l'heure maintenant, hein ?» Ça l'était. Les documents ont été déposés à 9h03. À 10h27, elle m'a appelé. Je n'ai pas décroché. À 10h32, elle a envoyé un SMS, « Où es-tu allé ? Je croyais qu'on déjeunait ensemble. » À 11h10,
mon avocat a appelé et a confirmé qu'elle avait été servie. À 11h12, elle a rappelé, cette fois d'un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai décroché. Elle pleurait. Je n'ai rien dit. Elle a prononcé mon nom comme si elle s'y noyait. Je n'ai toujours rien dit. Puis elle a crié, « Tu n'avais pas à m'humilier comme ça. » J'ai finalement répondu, ma voix neutre, « Tu t'es humilié toi-même. » J'ai juste arrêté de le cacher. Elle est devenue silencieuse. Je pouvais entendre sa respiration frénétique et superficielle. « Je t'avais dit que j'étais confuse », a-t-elle dit désespérée. « Tu as dit que tu comprenais. » J'ai parfaitement compris, lui ai-je dit. C'est pour ça que je suis parti. J'ai raccroché. Pas de drame. Pas de dispute hurlante. Juste le silence. Le genre qui pèse plus que les mots ne le pourrait jamais. Et pendant qu'elle restait dans notre appartement, regardant probablement toutes les choses qui étaient maintenant les siennes seules. Je me tenais chez mon frère avec une valise, un nouveau compte bancaire et la liberté qu'elle n'avait jamais cru que j'aurais la force de reprendre. Mais elle n'avait pas encore fini. Loin de là. Car plus tard cette nuit-là, quelqu'un d'autre a appelé et ce qu'il a dit a tout changé. L'appel est arrivé juste après minuit. J'étais assis sur le balcon de l'appartement de mon frère, une couverture sur mes épaules et une bouteille de vin bon marché à moitié vide à côté de moi. Je n'avais pas pleuré ce jour-là. C'était la victoire que je m'étais accordée. Pas de larmes. Plus jamais. Et puis mon téléphone s'est allumé avec un numéro que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a dit de le faire. Au début, j'ai cru que c'était une farce ou une arnaque. Mais ensuite il a dit, « C'est Édouard ?» J'ai immédiatement reconnu la voix. C'était lui, Damien, l'homme de la maison de ville, celui à qui elle s'était donnée tout en me disant qu'elle travaillait juste tard. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé le silence s'installer de la même manière que je l'avais fait avec elle. Il a hésité, puis a soupiré. « Écoute, je n'avais pas l'intention de t'appeler. J'avais l'intention d'appeler Valérie. Je suppose que ton numéro était à côté du sien, mais peut-être que c'est une bonne chose que je l'ai fait. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Il a continué à parler de toute façon. « Je ne savais pas qu'elle était mariée au début, » a-t-il dit. Elle m'a dit qu'elle était séparée, que c'était pratiquement fini. Je jure que je n'aurais pas écoute, je sais que ça ne t'importe pas, mais tu devrais savoir. J'ai mis fin à tout ça ce soir. J'ai fermé les yeux, j'ai laissé le vent frapper mon visage. J'ai découvert qu'elle m'avait menti à ton sujet. Il a continué, elle a dit que tu étais un ex-aigri qui ne pouvait pas déménager, mais que tu lui achetais toujours des cadeaux, que tu te montrais toujours, que tu l'aimais toujours. J'ai vu la carte d'anniversaire que tu as laissée sur la table la semaine dernière. Elle ne l'a même pas ouverte. Il a fait une pause, puis a ajouté, « Tu mérites mieux, mec. » Je suis désolé. J'ai raccroché sans un mot. Non pas par colère, juste par paix. C'était fini. Non seulement le mariage, mais aussi le brouillard, le doute de soi, la culpabilité qu'elle m'avait fait ressentir de l'aimer trop. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, mais je n'en avais pas besoin. Je suis resté là pendant que le soleil se levait, regardant le ciel passer du noir au gris au bleu. Et pour la première fois depuis des mois, ma poitrine ne se sentait pas lourde. Elle se sentait légère. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai tout réglé. J'ai déménagé dans un nouvel endroit. Calme, petit, à moi. J'ai aussi été promu. Il s'avère que quand on arrête de se noyer émotionnellement, on commence à se prendre en main. J'ai commencé une thérapie. J'ai renoué avec ma sœur. J'ai même rejoint un groupe de randonnée. Je sursaute encore quand j'entends certaines chansons. J'ai toujours une boule au ventre quand je passe devant notre ancien café. Mais c'est la guérison. Elle vient lentement et elle vient honnêtement. Quant à elle, elle a essayé de rappeler, a envoyé des messages, des excuses, des reproches, des regrets, des offres de parler. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'avais plus rien à lui donner. Elle avait tout épuisé. Et un matin, alors que je sortais de la boulangerie près de mon nouvel appartement, une inconnue m'a souri. Le genre de sourire qui fait battre votre cœur. J'ai souri en retour. Nous avons parlé de croissant. Je l'ai fait rire.
Et pour la première fois depuis des années, je n'avais plus l'impression d'être un homme traînant un cœur brisé derrière lui.